L'aquaculture produit environ 8% des protéines animales destinées à l'alimentation humaine. Elle apporte des éléments nutritifs particulièrement importants et a créé 21 millions d'emplois directs dans le monde. Cependant, comme toute activité humaine, elle entraîne des contraintes sur l'environnement que l'on doit bien connaître pour les minimiser et améliorer la durabilité des filières. Dans cette capsule, nous aborderons certains des impacts globaux et régionaux de l'aquaculture, ainsi que quelques solutions mises en place par la filière pour réduire ces impacts. Nous aborderons donc dans cette capsule les 4 principaux impacts de l'aquaculture sur l'environnement. Les effets liés à l'alimentation de l'aquaculture nourrie, l'utilisation de terres agricoles utiles, l'utilisation d'eau douce et les émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, voyons l'impact lié à l'alimentation des espèces nourries. Comme expliqué dans une précédente capsule, certaines espèces aquacoles sont nourries directement par le producteur. C'est le cas pour la très grande majorité des productions piscicoles et pénéicoles. Cette aquaculture nourrie utilise un aliment riche en protéines et en lipides, mais se classe parmi les bons élèves de la production animale, avec des taux de rétention de protéines et de calories très élevés, notamment pour les espèces les plus sélectionnées. Ainsi, le saumon atlantique est proche des performances de rétention des poulets de chair, avec 25 à 30% des protéines et calories apportées dans l'aliment retenues dans les parties comestibles du poisson. L'aquaculture nourrie représente donc une solution intéressante pour nourrir efficacement 9 à 10 milliards de personnes en 2050. Cependant, une partie de cet aliment provient de farine et d'huile de poisson, qui assurent une bonne croissance des espèces nourries en aquaculture. La part de poisson dans l'aliment aquacole varie en fonction des espèces, avec une utilisation très faible pour les espèces initialement herbivores ou omnivores, comme la carpe. Ainsi, moins de 1% de la ration de la carpe correspond à de la farine de poisson, contrairement aux espèces piscivores qui nécessitent une fraction bien plus importante. Plus d'un tiers de l'aliment des anguilles japonaises correspond à de la farine de poisson. L'apport de farine et huile de poisson est principalement réalisé par la pêche de petits poissons pélagiques. Cette pêche est aussi appelée pêche minotière. Cette pêche représente près de 20% des débarquements mondiaux, alors que la majorité de ces poissons pourraient être consommés. Il s'agit là également d'une pression sur les écosystèmes marins, puisque ces poissons sont importants pour l'ensemble de la chaîne alimentaire. Afin de réduire cette dépendance à la pêche minotière, la filière piscicole travaille depuis de nombreuses années à la substitution des farines et huiles de poisson par des alternatives végétales. Il s'agit là d'un travail conséquent de la part des spécialistes de la nutrition des poissons et des formulateurs d'aliments pour substituer au mieux les farines et huiles de poisson, mais également des généticiens qui cherchent à sélectionner les individus d'une espèce capable d'utiliser au mieux ces alternatives. L'aliment du saumon atlantique en élevage a ainsi fortement évolué depuis les années 90, en passant de 90% d'aliments d'origine aquatique à 22% en 2020. Enfin, les producteurs d'aliments utilisent maintenant les coproduits de la pêche comme source partielle d'huile et de protéines de poisson. L'aquaculture nourrie est donc de plus en plus dépendante d'ingrédients d'origine terrestre. La production végétale terrestre requiert des surfaces agricoles qui, par conséquent, ne sont pas disponibles pour d'autres activités. Il est ainsi estimé que la production d'une tonne consommable de saumon nécessite en moyenne 4800 m² de surface terrestre annuellement. Pour les espèces en eau douce, ces surfaces sont nécessairement également augmentées par les surfaces nécessaires à l'élevage. Là encore, l'aquaculture fait figure de bon élève dans le domaine des productions animales, puisque la production de poulets, pourtant la moins consommatrice de surface terrestre, nécessite 14 800 m² pour une tonne de poulet consommable. De façon similaire à l'utilisation de terres utiles, l'aquaculture a des besoins en eau douce qui sont particulièrement et principalement liés à l'aliment. En effet, la production des végétaux nécessaires à l'aliment a des besoins en eau importants, et donc l'augmentation de l'incorporation de végétaux dans les aliments associée à l'augmentation de la production aquacole entraîne une augmentation des besoins en eau douce pour l'aquaculture. Il est ainsi estimé que la production d'une tonne consommable de saumon nécessite en moyenne 155 m³ d'eau. Pour les espèces en eau douce, ces surfaces sont nécessairement également augmentées en raison notamment de l'évaporation de l'eau dans les étangs ou dans les bacs, surtout pour les espèces tropicales. À titre de comparaison, la carpe utilise ainsi 3500 m³ d'eau douce. À nouveau, l'aquaculture, principalement marine cette fois, est particulièrement peu consommatrice d'eau en comparaison des autres espèces terrestres comme le poulet de chair. Il est important de noter que les productions d'espèces extractives, c'est-à-dire non nourries par l'homme, comme les productions de bivalves ou d'algues, ne sont pas concernées par ces impacts, puisqu'ils sont principalement liés à l'alimentation. Ainsi, une tonne d'huîtres, de moules ou d'algues ne nécessite presque aucune utilisation de surface utile terrestre ou d'eau douce et aucun poisson issu de la pêche minotière. Il s'agit là donc de filières particulièrement intéressantes pour produire durablement
Enfin, il est indispensable de s'intéresser également aux émissions des gaz à effet de serre, et généralement en équivalent CO2, la principale cause du changement climatique. Comme pour la majorité des impacts, certaines espèces aquacoles sont à nouveau moins impactantes que les productions animales terrestres, dont la production de poulet, qui est pourtant la plus efficiente des productions animales terrestres. Cependant, l'émission de CO2 des productions d'espèces extractives est encore largement inférieure, puisque les productions de bivalves et d'algues produisent 4 et 5 fois moins de CO2 que le saumon respectivement. En résumé, l'aquaculture a, comme toute activité humaine, un impact sur l'environnement global, à travers notamment l'utilisation de terres utiles, la consommation d'eau et l'émission de CO2. Cependant, ces impacts sont globalement moins forts que les productions animales terrestres. L'aquaculture nourrie consomme encore de grandes quantités de petits poissons pélagiques, posant des questions éthiques et environnementales. L'aquaculture d'espèces extractives, telles que les bivalves, ou les végétaux est moins impactante et donc, comme pour les productions terrestres, une consommation d'espèces extractives et plus particulièrement des végétaux est à privilégier pour réduire notre impact sur l'environnement. Pour conclure, il est indispensable de garder en tête que les filières aquacoles sont incontournables pour nourrir durablement les 9 à 10 milliards d'êtres humains prévus en 2050. Merci pour votre attention.